En 1933, vivaient en Allemagne environ 525 000 personnes juives, à peine 0,75% de la population totale. La majorité était profondément intégrée dans la vie allemande. Elle parlait allemand comme langue maternelle, avait combattu pendant la Première Guerre mondiale, puisque près de 100 000 hommes juifs servirent dans l'armée impériale, 12 000 moururent au combat et beaucoup reçurent la croix de fer, et elle participait activement à l'économie, à la science et à la culture du pays. Berlin concentrait la communauté la plus nombreuse, quelques 160 000 personnes, suivies par Francfort, Breslau et Leipzig. La présence juive dans certaines professions libérales dépassait largement sa proportion démographique. Vers 1933, près de 16% des avocats allemands et environ 11% des médecins du pays étaient juifs, une surreprésentation que la propagande nazie exploiterait systématiquement pour présenter la communauté comme une élite étrangère et privilégiée. Quelque chose de similaire se produisait dans l'industrie du cinéma. Le studio UFA, le plus grand du pays, comptait des dirigeants et des producteurs juifs parmi ses cadres dirigeants pendant les années dorées du cinéma de Weimar. Cette communauté n'était pas homogène. À côté de familles assimilées depuis des générations installées dans des quartiers aisés, coexistait une population plus récente, venue d'Europe de l'Est depuis la fin du XIXe siècle, concentrée dans des quartiers comme le Scheunenviertel berlinois. Entre les deux groupes existaient des différences de langue, de coutumes et de niveau économique que le mouvement antisémite lui-même exploitait, dirigeant une partie de son discours spécifiquement contre les appelés Ostjuden, les Juifs de l'Est, présentés comme étrangers même aux yeux de certains secteurs de la communauté juive allemande elle-même. Le spectre religieux était vaste. Coexistaient des communautés orthodoxes, surtout dans l'est du pays, avec une majorité libérale ou réformiste née sur le sol allemand pendant le XIXe siècle. Les taux de mariage mixtes avec des personnes non juives tournaient entre 15 et 20% vers 1930, indicateur du degré d'assimilation atteint. Des noms de familles juifs apparaissaient parmi les fondateurs de grands magasins comme Wertheim et Tietz, parmi des prix Nobel comme Albert Einstein et Fritz Haber, parmi des figures du théâtre comme Max Reinhardt et parmi des compositeurs comme Kurt Weill, auteur de la musique de l'opéra de Quat'Sous. L'antisémitisme, cependant, n'est pas né avec le nazisme. Il circulait déjà auparavant, alimenté par la légende du coup de poignard dans le dos qui accusait les juifs et les socialistes de la défaite de 1918, par la diffusion en Allemagne de pamphlets comme les protocoles des sages de Sion et par l'assassinat en 1922 du ministre des Affaires étrangères Walter Rathenau, juif, aux mains d'un groupe paramilitaire d'extrême droite. L'hyperinflation de 1923 et la Grande Dépression de 1929 préparèrent le terrain où germerait la propagande du Parti national-socialiste, fondé en 1920 et guidé depuis 1925 par le livre programmatique d'Adolf Hitler. Le monde qui a pris fin. Le 30 janvier 1933, le président Paul von Hindenburg nomma Hitler chancelier d'Allemagne. Le parti nazi avait été la force ayant obtenu le plus de voix en novembre 1932, avec 196 sièges, mais sans majorité absolue. La nomination arriva après des manœuvres de secteurs conservateurs qui croyaient pouvoir le contrôler depuis un gouvernement de coalition. Le 21 mars, lors d'une cérémonie connue sous le nom de Journée de Potsdam, Hitler et Hindenburg apparurent ensemble près de la tombe de Frédéric le Grand, dans une mise en scène pensée pour présenter le nouveau gouvernement comme une continuité de la tradition prussienne plutôt que comme une rupture radicale. Parmi une grande partie de la population juive allemande se répandit ces premiers jours une lecture que le temps démentirait. Celle d'un épisode politique passager, comparable à d'autres crises que la faible République de Weimar avait déjà traversées. Le 27 février, le bâtiment du Reichstag brûla. Les autorités arrêtèrent le jeune communiste néerlandais Marinus van der Lubbe, à qui l'incendie fut attribué. Le degré d'implication d'autres acteurs a été débattu par les historiens pendant des décennies sans qu'il existe de consensus définitif sur le fait qu'il ait agi complètement seul. Le gouvernement utilisa l'incendie comme prétexte immédiat. Le lendemain fut promulgué le décret de l'incendie du Reichstag qui suspendit les garanties constitutionnelles et permit d'arrêter massivement communistes et socialistes, dont beaucoup furent envoyés dans des camps improvisés comme celui d'Oranienburg ou celui de Dachau, récemment ouvert,
en mars de cette année-là. Le 5 mars, lors d'élections organisées sous ce climat de répression, les nazis obtinrent 43,9% des voix, suffisamment pour former une majorité avec le Parti national du peuple allemand. Le 23 mars, le Reichstag approuva la loi d'habilitation, qui accorda à Hitler le pouvoir de légiférer sans passer par le Parlement. Dans cette même période, avant qu'il n'existe une seule loi spécifiquement anti-juive, on enregistrait déjà des épisodes de violence spontanée des troupes d'assaut contre des juges et des avocats juifs expulsés de force des tribunaux dans des villes comme Breslavia. Tandis que les premières lois étaient discutées, une infrastructure de répression improvisée fonctionnait déjà en Allemagne. Les troupes d'assaut, sans attendre d'instructions centralisées, installèrent pendant 1933 des dizaines de centres de détention non officiels dans des sous-sols, des casernes et des bâtiments réquisitionnés, où elles enfermèrent et torturaient des opposants politiques, communistes, sociaux-démocrates, et parmi eux, un nombre considérable de juifs détenus non pour leur origine, mais pour leur affiliation politique. Le Columbia House à Berlin fut l'un des plus connus de ces centres sauvages, exploités directement par les SA sans aucun cadre légal régulant les conditions de détention. Dachau, ouvert en mars 1933 près de Munich, marqua la transition vers un modèle différent. Placé sous le commandement de Theodor Eicke à partir du milieu de 1933, le camp passa sous la dépendance des SS et développa un règlement systématique de punition qui serait ensuite reproduit dans le reste des camps du Reich. Vers 1934 et 1935, une grande partie des centres improvisés des SA furent fermés ou absorbés par cette nouvelle structure plus centralisée, jetant les bases administratives que le régime utiliserait plus tard, déjà en 1938, pour incarcérer en masse des hommes juifs après la nuit de cristal. Le 1er avril 1933, organisé par Julius Streicher, eut lieu un boycott national des commerces juifs. Des membres des troupes d'assaut se postèrent devant les magasins et les cabinets, peignirent des étoiles de David sur les vitrines et empêchèrent l'entrée des clients. La réaction internationale, avec des appels à boycotter les produits allemands aux États-Unis et en Europe, poussa le régime à limiter la mesure à une seule journée afin de ne pas nuire au commerce extérieur. Pour de nombreuses familles, ce jour-là signifia la première fois qu'elles virent peint sur leur propre commerce un symbole qu'elles n'associaient jusque-là qu'à la synagogue. 6 jours plus tard, le 7 avril, fut promulguée la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle. Connue pour inclure le paragraphe arien, elle obligeait à destituer les fonctionnaires juifs, juges, professeurs universitaires, enseignants d'école. Lors de la première vague, plusieurs milliers d'employés publics furent écartés, bien qu'au départ une exception fut accordée à ceux qui avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale ou qui occupaient leur poste depuis avant 1914, exception qui s'éroderait avec les années. Pour beaucoup de ces familles, la perte de l'emploi n'arriva pas comme une rupture abrupte, mais comme une lettre administrative, signée par un supérieur qui avait parfois été collègue et ami pendant des décennies. Le 25 avril arriva la loi contre la surpopulation des écoles et universités allemandes qui fixa un quota de 1,5% de nouvelles inscriptions juives et un maximum de 5% sur l'ensemble des effectifs, également avec des exceptions initiales pour les enfants d'anciens combattants. Cette exception permit à une grande partie des étudiants juifs qui suivaient déjà leur cursus de continuer à assister aux cours pendant 1 ou 2 années de plus, mais des restrictions ultérieures, appliquées entre 1934 et 1936, leur refusèrent progressivement l'accès aux examens finaux et aux habilitations professionnelles de l'État, dans des domaines comme la médecine et le droit, de sorte qu'un nombre considérable de jeunes termina de fait ses études sans jamais pouvoir obtenir le diplôme qui les habiliterait à exercer en Allemagne. En parallèle, un décret du 22 avril exclut les médecins juifs du système public d'assurance maladie, et au cours de l'année, les avocats et notaires juifs perdirent, place après place, la possibilité d'exercer devant les tribunaux. Le même paragraphe arien s'étendit progressivement entre 1933 et 1935 aux pharmaciens, dentistes, vétérinaires et agents de brevets, de sorte que presque aucune profession réglementée par l'État ne resta finalement hors de sa portée. En octobre, la loi de presse du Reich exigea une ascendance arienne
pour exercer comme éditeur et en septembre fut créée la Chambre de culture du Reich, sous le contrôle de Joseph Goebbels, dont l'adhésion obligatoire pour jouer la comédie, jouer d'un instrument ou exposer une œuvre artistique fut interdite aux Juifs. Ces lois déclencheraient plus tard une industrie parallèle de généalogistes consacrés à retracer des actes de baptême et des registres paroissiaux. Tout Allemand, juif ou non, devait pouvoir démontrer au moyen d'un passeport d'ascendance la pureté raciale de ses 4 grands-parents pour conserver un emploi public ou entrer dans certaines institutions. Le boycott du 1er avril eut une réplique inverse en dehors de l'Allemagne. Dès mars 1933, des organisations juives aux États-Unis, dirigées par des figures comme l'avocat Samuel Untermaier, commencèrent à promouvoir des campagnes pour boycotter les produits allemands comme forme de pression économique sur le nouveau régime. Des comités similaires apparurent en Grande-Bretagne et en Pologne, et pendant 1933, les exportations allemandes vers plusieurs de ces marchés enregistrèrent des baisses perceptibles, bien que les historiens divergent sur la part de cette baisse due spécifiquement au boycott et sur celle due à la crise économique internationale encore en cours. Le mouvement de boycott se heurta presque immédiatement à l'accord de Haavara, signé quelques mois plus tard, qui dépendait précisément des exportations allemandes vers la Palestine pour fonctionner. Cette contradiction divisa le mouvement sioniste lui-même entre ceux qui défendaient tout mécanisme facilitant la sortie des personnes du territoire du Reich et ceux qui considéraient que soutenir le commerce allemand, même pour sauver des vies, trahissait l'esprit de la protestation internationale. Le débat resta vivant pendant le reste de la décennie sans qu'aucune des deux positions ne parvienne à s'imposer complètement sur l'autre. En 1936, naquit à Genève le Congrès juif mondial, pensé comme un organisme capable de coordonner à l'échelle globale la réponse des différentes communautés juives face à la persécution nazie, bien que sa capacité réelle d'influence sur les gouvernements soit restée limitée pendant toute la période. Les flammes de mai. Le 10 mai 1933, l'Union des étudiants allemands organisa des bûchers simultanés dans 34 villes universitaires. Sur l'Opernplatz de Berlin furent brûlés quelques 25 000 livres sous le mot d'ordre d'une « action contre l'esprit non-allemand ». Des œuvres d'Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx et Heinrich Heine brûlèrent, aux côtés de celles d'auteurs non-juifs considérés comme subversifs, comme Erich Kästner, Erich Maria Remarque et Bertolt Brecht. Depuis les États-Unis, Helen Keller rendit publique sa protestation contre la destruction par le feu de livres portant sur des sujets au sujet desquels elle-même avait écrit. Einstein, qui se trouvait en voyage à l'étranger lorsque Hitler prit ses fonctions, décida de ne pas revenir en Allemagne, renonça à son poste à l'Académie prussienne des sciences et renonça également à sa citoyenneté allemande en mars de cette même année. Le physicien James Franck, prix Nobel, renonça par protestation à sa chaire à Göttingen avant même d'être formellement destitué. Le cas de Fritz Haber fut particulièrement amer. Converti au christianisme des décennies auparavant et responsable d'avancées scientifiques que l'armée allemande elle-même avait utilisées pendant la Première Guerre mondiale, il présenta sa démission comme directeur de l'institut qui portait son nom lorsqu'il se vit obligé de licencier des collègues juifs sur ordre de l'État et mourut en exil en Suisse l'année suivante. Le refus de reconnaître toute contribution juive atteignit même des œuvres déjà intégrées au répertoire populaire allemand. Die Loreley, la célèbre chanson sur la nymphe du Rhin avec des vers du poète Heinrich Heine, continua d'être incluse dans les manuels scolaires de musique, mais à partir du milieu de la décennie, ces éditions officielles attribuaient les paroles à un auteur inconnu, effaçant délibérément le nom de Heine d'une pièce que des générations d'Allemands avaient chantée pendant des décennies. La destruction des livres par le feu coïncida en outre avec la première mesure explicitement dirigée contre une pratique religieuse juive. En avril, l'abattage rituel kasher avait été interdit par la loi, présenté officiellement comme une mesure de bien-être animal, ce qui, dans les faits, restreignit immédiatement l'accès à la viande kasher dans tout le pays. Le démantèlement ne se limita pas aux bureaux publics et aux universités. La banque Mendelssohn, fondée par des descendants du philosophe Moses Mendelssohn, subit une pression croissante pour réduire la participation de ses associés juifs. La maison d'édition Ullstein, l'une des plus grandes d'Allemagne,
propriétaire de journaux et de revues à grand tirage, fut vendu sous pression en 1934 à un groupe lié au parti nazi lui-même. La maison d'édition S. Fischer, qui avait publié Thomas Mann et une bonne partie de la littérature allemande moderne, affronta elle aussi la persécution de son fondateur juif. À Hambourg, la banque M.M. Warburg, avec près d'un siècle et demi d'histoire, résista sous la direction de Max Warburg jusqu'à parvenir à négocier des conditions quelque peu moins défavorables que d'autres firmes avancent à vente forcée vers 1938 et l'émigration ultérieure de la famille. Dans le domaine musical, l'Orchestre philharmonique de Berlin expulsa plusieurs de ses musiciens juifs durant 1933 et 1934. Le chef d'orchestre Bruno Walter fut empêché de diriger des concerts à Leipzig et à Berlin dès mars 1933, avant même qu'il n'existe une loi l'interdisant formellement, simplement parce que les autorités locales menacèrent de provoquer des troubles s'il se présentait. Le chef d'orchestre Otto Klemperer, à la tête de l'opéra Kroll de Berlin, émigra cette même année. L'université allemande, dans son ensemble, perdit vers 1935 environ un quart de ses chaires de physique, dépouillée d'une grande partie de la génération qui avait fait de l'Allemagne l'un des centres mondiaux de cette discipline. Parmi les physiciens qui durent partir se trouvait Otto Stern, qui poursuivrait sa carrière aux États-Unis et recevrait le prix Nobel en 1943. Beaucoup de ces scientifiques, y compris Einstein lui-même, furent accueillis par des institutions comme l'Institut d'études avancées de Princeton, qui concentra en quelques années une partie significative de ce talent expulsé. Pour ces professionnels, de même que pour des milliers de médecins, d'avocats et de commerçants, la perte ne fut pas seulement économique. Elle signifia la fermeture d'une identité construite pendant toute une vie autour d'une profession et d'une institution. Le cinéma allemand perdit une grande partie de son talent dès 1933. L'acteur Peter Lorre, né Laszlo Löwenstein en Hongrie et visage reconnaissable du cinéma de Weimar, partit pour Paris puis pour Hollywood cette même année. Le réalisateur Fritz Lang, de mère juive, quitta lui aussi le pays en 1933. Dans des entretiens accordés des décennies plus tard, il raconta avoir été convoqué par Joseph Goebbels, qui, selon son propre récit, lui aurait proposé de continuer à travailler malgré son ascendance, étant donné son prestige comme auteur de Metropolis, une rencontre qui, dit Lang, l'aurait convaincu de partir cette même nuit, bien que certains historiens aient mis en doute que l'épisode se soit produit exactement comme il le décrivit des années plus tard. Le studio UFA, jusque-là une puissance du cinéma européen, perdit des producteurs, des scénaristes et des compositeurs au cours des 2 années suivantes, une saignée qui contribua au déclin progressif du prestige international de l'industrie cinématographique allemande pendant le reste de la décennie. Mais tous n'attendirent pas de voir comment la situation évoluait. Le commerçant Otto Frank, propriétaire à Francfort d'une entreprise familiale consacrée à la production de pectines et d'épices, décida dès 1933 de transférer l'activité à Amsterdam, où il ouvrit une succursale et s'installa avec son épouse et ses 2 petites filles. Sa décision, prise à peine quelques mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, reflétait une lecture du moment que peu partageaient alors, celle selon laquelle le changement politique ne serait pas passager et que la prudence exigeait d'agir immédiatement, même au prix de l'abandon d'une ville et d'une entreprise consolidée. La majorité, cependant, choisit d'attendre. Ceux qui avaient plus de 50 ans, des propriétés enracinées ou des entreprises héritées des générations précédentes, se montraient plus réticents à partir que les jeunes, qui percevaient plus clairement la dimension du changement et pressaient leurs familles d'entamer des démarches de sortie. La philosophe Hannah Arendt vécut dans sa propre chair cette urgence. Brièvement arrêtée par la Gestapo en 1933, alors qu'elle recueillait des preuves de propagande antisémite pour l'organisation sioniste allemande, elle fut libérée quelques jours plus tard et décida de fuir immédiatement vers Paris sans documents légaux, franchissant clandestinement la frontière avec l'aide d'une famille connue. Les registres d'émigration de l'époque montrent en effet une proportion notablement plus élevée de personnes jeunes et célibataires, parmi celles qui quittèrent le pays durant les premières années, face à une population plus âgée qui tendait à rester jusqu'à ce que les circonstances deviennent insoutenables. Cette fracture générationnelle explique en partie pourquoi l'émigration massive mit des années à se produire malgré le fait que les signaux d'alarme furent présents dès les premiers mois du régime.
Cependant, tous les chemins de l'émigration ne furent pas des allées sans retour. Une portion minoritaire mais documentée de ceux qui abandonnèrent l'Allemagne entre 1933 et 1934 revint dans le pays au cours des 2 ou 3 années suivantes, incapables de refaire une vie stable à l'étranger, que ce soit à cause des barrières linguistiques, du manque de reconnaissance de leur diplôme professionnel dans le pays d'accueil ou de la simple nostalgie d'un environnement connu. Certains de ces revenus en vinrent même à se convaincre, à la lumière du calme relatif qui précéda les lois de Nuremberg, que le pire était déjà passé. Cette décision se révélerait, dans la grande majorité des cas documentés, profondément erronée. Ceux qui revinrent se retrouvèrent, à peine 1 ou 2 ans plus tard, de nouveau piégés à l'intérieur d'un pays dont la législation anti-juive ne cessait de se durcir, et durent reprendre de zéro, dans des conditions encore pires, le même processus d'émigration qu'ils avaient déjà tenté une fois. La nouvelle coexistence. L'exclusion sociale avança plus vite que n'importe quelle loi. Des clubs sportifs comme la Fédération allemande de gymnastique expulsèrent leurs membres juifs pendant 1933. Il en alla de même dans les fédérations d'échecs et les associations d'anciens élèves. Des voisins qui, jusqu'à l'année précédente, saluaient dans l'escalier de l'immeuble, commencèrent à traverser la rue pour éviter la rencontre. Certains, en revanche, maintinrent en privé le contact avec leurs amis juifs, conscients que le faire en public pouvait leur coûter leur propre emploi ou leur réputation. Des documents de l'époque enregistrent les 2 comportements dans une égale mesure. Dénonciation de voisins auprès des autorités locales et, en même temps, gestes d'aide discrète, comme laisser acheter par la porte arrière d'un commerce ou prévenir à l'avance d'une rafle imminente. Le 21 avril 1933, quelques jours après le boycott, le journaliste Robert Welch publia dans l'hebdomadaire Jüdische Rundschau un article qui deviendrait célèbre, exhortant la communauté à assumer avec dignité l'identification que le régime voulait lui imposer comme stigmate. Le texte circula largement parmi les lecteurs juifs comme réponse morale à l'humiliation récente, à un moment où il n'existait encore aucune obligation légale de porter un signe distinctif visible. Face à l'exclusion, la communauté juive organisa ses propres réponses, bien qu'elle ne partît pas de zéro. Depuis 1893 fonctionnait le Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, la plus grande organisation juive de l'Allemagne de Weimar, qui avait défendu pendant des décennies une stratégie d'intégration civique et de défense juridique dans le cadre institutionnel allemand lui-même, une posture que la nouvelle réalité de 1933 rendit de plus en plus difficile à soutenir face aux courants sionistes qui misaient ouvertement sur l'émigration. En septembre 1933 fut fondée la Reichsvertretung der Deutschen Juden, représentation nationale dirigée par le rabbin Leo Beck, qui coordonnait assistance sociale, éducation et démarches d'émigration. Cette même année, le directeur musical Kurt Singer créa la Kulturbund Deutscher Juden, ligue culturelle qui permit à des musiciens, acteurs et metteurs en scène juifs expulsés des institutions allemandes de continuer à travailler devant des audiences exclusivement juives. Elle en vint à réunir près de 70 000 membres vers le milieu de la décennie. Des clubs sportifs juifs comme Maccabi et divers mouvements de jeunesse sionistes virent leurs effectifs augmenter à mesure que les portes des institutions allemandes se fermaient. En 1935, plusieurs centaines d'athlètes juifs allemands voyagèrent à Tel Aviv pour participer au 2e Jeux Maccabia, une compétition sportive juive internationale. Un nombre significatif d'entre eux décida, une fois sur place, de ne pas retourner en Allemagne, transformant le voyage sportif en une voie d'émigration dissimulée que les autorités allemandes ne purent empêcher sans admettre publiquement la raison réelle de ces absences. Pour les enfants et adolescents juifs, le changement se remarquait d'abord dans la salle de classe. Avant l'expulsion totale de 1938, des milliers d'élèves juifs restèrent pendant des années dans des écoles publiques de plus en plus hostiles, cohabitant avec un programme d'études qui incorporait progressivement des contenus de sciences raciales, et avec des camarades qui, encouragés par les jeunesses hitlériennes, les excluaient des jeux et des célébrations. Les cours d'éducation physique et les cérémonies scolaires commémoratives du parti devinrent un autre point de friction quotidienne, puisque les élèves juifs restaient à l'écart des uniformes, des drapeaux et des rituels que le reste de leurs camarades vivaient comme une partie normale de la journée.
De nombreuses familles choisirent de transférer leurs enfants vers le réseau croissant d'écoles juives communautaires, où les places et les ressources étaient insuffisantes pour absorber toute la demande. Vers 1937, ce réseau comprenait plus d'une centaine d'écoles primaires et plusieurs dizaines d'établissements secondaires répartis dans tout le pays, financés en grande partie par les contributions de plus en plus exigées d'une communauté qui, en même temps, perdait des revenus à un rythme accéléré. Parmi les jeunes apparut en outre un phénomène particulier, celui des mouvements de formation agricole connus sous le nom de Hakshara, organisés par des groupes comme HaShomer Hatzer ou Bakad, qui préparaient des adolescents et de jeunes adultes à une éventuelle vie agricole en Palestine au moyen du travail dans des fermes au sein même de l'Allemagne. À Berlin, l'éducatrice Recha Freyer fonda dès 1932 et 1933 le mouvement connu sous le nom de Youth Aliyah, qui organisa le transfert de milliers d'adolescents sans leur famille vers des kibbutz et des fermes agricoles en Palestine, dans de nombreux cas comme prélude à la réunification familiale des années plus tard, et dans d'autres comme la seule voie d'évasion que ces jeunes parviendraient à avoir. Cette préparation reflétait à sa manière la même fracture générationnelle observée dans les décisions d'émigration familiale. Beaucoup de jeunes comprirent avant leurs parents et grands-parents que la situation n'était pas transitoire. Pour coordonner les ressources entre les différents courants de jeunesse, sionistes, non-sionistes et religieux qui jusqu'alors avaient fonctionné de manière indépendante, fut créé en 1933 le Reichsausschuss der jüdischen Jugendverbände, un comité national qui centralisa bourses, camps d'été et programmes de formation face à un scénario de ressources de plus en plus rare. L'exclusion professionnelle systématique eut un corrélat statistique clair. Vers le milieu de la décennie, la proportion de chômage parmi la population juive en âge de travailler dépassait largement celle du reste du pays, produit direct des interdictions accumulées dans la fonction publique, le barreau, la médecine et le journalisme. Des familles qui avaient vécu du commerce ou des professions libérales pendant des générations durent se réinventer avec des ressources limitées et un marché du travail qui, hors du cadre communautaire, leur était de plus en plus fermé. Face à ce scénario, l'organisation juive de formation professionnelle connue sous le nom d'ORT, présente à l'international depuis le début du XXe siècle, développa ses cours à l'intérieur de l'Allemagne pour enseigner des métiers manuels et agricoles à des commerçants, avocats et médecins qui voyaient dans ces savoirs une voie de subsistance immédiate et, surtout, un outil indispensable pour être admissible au programme d'immigration de pays qui privilégiait les travailleurs dotés de compétences pratiques plutôt que les professions libérales. Pour une bonne partie des médecins émigrés, en outre, le diplôme obtenu en Allemagne ne suffisait pas à lui seul dans le pays de destination. Au cours de la décennie, près d'1 millier d'entre eux durent passer des examens de validation ou suivre à nouveau une partie de leurs études pour pouvoir exercer légalement en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Palestine. Le Zentralausschuss der deutschen Juden für Hilfe und Wiederaufbau, comité central d'aide et de reconstruction né en 1933, canalisa des fonds propres et des dons de l'étranger vers des prêts destinés à la reconversion professionnelle et au financement des billets d'émigration. Le poids de soutenir la famille retomba fréquemment sur les femmes, qui devaient combiner l'administration du foyer avec la recherche de revenus dans les quelques secteurs encore autorisés, comme le travail domestique au sein même de la communauté ou de petits ateliers de couture et d'artisanat. La Ligue des femmes juives, fondée en 1904 par Bertha Pappenheim, et encore active sous sa direction jusqu'à sa mort en 1936, coordonna une grande partie de ce réseau d'ateliers et d'assistance aux mères et aux femmes âgées qui étaient restées comme unique soutien du foyer après la perte de l'emploi masculin. En 1938, alors que le chômage masculin juif atteignait déjà des niveaux critiques, le régime instaura en outre le service de travail obligatoire, connu sous le nom de Pflichtarbeit, qui força les hommes juifs sans occupation à effectuer des tâches manuelles assignées par les offices de l'emploi de l'État, antécédent direct des schémas de travail forcés qui se généraliseraient pendant la guerre. Néanmoins, l'expérience ne fut pas identique dans tout le pays. Vers 1933, l'Allemagne comptait près de 1600 communautés juives officiellement enregistrées, la plupart d'entre elles petites, avec moins de 100 membres, dispersés dans des villages et des villes de province. Dans les zones rurales, où avaient existé pendant des siècles de petites communautés juives connues sous le nom de Landjuden, souvent liées au commerce du bétail ou à des métiers artisanaux,
La persécution se développa à des rythmes différents de ceux des grandes villes. Dans certains villages, des liens de génération avec des voisins non juifs retardèrent localement l'application de boycotts ou de signes d'exclusion. Dans d'autres, la pression des autorités locales du parti devança même les dispositions nationales, en partie parce qu'il était plus simple d'identifier et de faire pression sur une famille juive lorsqu'elle était la seule ou l'une des rares dans tout le village. Le résultat, vers le milieu de la décennie de 1930, fut un exode interne. De nombreuses familles de petites localités déménagèrent d'abord vers de grandes villes comme Berlin, Francfort ou Cologne, cherchant l'anonymat relatif et les réseaux d'assistance communautaire plus développés, avant de tenter l'émigration à l'étranger. Des villes comme Worms, Speyer et Mayence, connues ensemble sous l'acronyme hébreu Shum, avaient abrité des communautés juives ininterrompues depuis le Moyen Âge, avec près de 900 ans d'histoire documentée dans leurs synagogues et cimetières. Des dizaines de communautés rurales avec des siècles d'histoire, certaines avec des synagogues et des cimetières datant du XVIe ou du XVIIe siècle, se retrouvèrent réduites à une poignée de familles âgées vers la fin de cette étape, anticipant ce qui arriverait au reste du pays dans les années suivantes. Un cas particulier échappa pendant plusieurs années à ce schéma général. La région de la Haute-Silésie, partagée entre l'Allemagne et la Pologne après la Première Guerre mondiale, était restée soumise à un traité germano-polonais de protection des minorités signé à Genève en 1922, en vigueur pour une durée de 15 ans. Tant que cet accord resta en vigueur, les Juifs résidant dans la portion allemande de la Haute-Silésie purent faire appel devant des instances internationales contre des lois discriminatoires qui, dans le reste du Reich, s'appliquaient déjà sans opposition juridique possible, générant pendant plusieurs années une situation juridique anormale dans laquelle, au sein d'un même pays, une minorité territoriale conservait des droits que le reste de ses coreligionnaires avait déjà perdus. Le traité expira en juillet 1937 et à partir de ce moment-là, la législation raciale s'appliqua dans la région exactement comme dans n'importe quel autre point du territoire allemand. La porte vers la Palestine et les lois de Nuremberg. En août 1933 fut signé l'accord de Haavara entre l'organisation sioniste allemande, l'Anglo-Palestine Bank et le ministère allemand de l'économie. Il permettait à ceux qui émigrèrent en Palestine de transférer une partie de leurs biens sous forme d'exportation de produits allemands, évitant de perdre la totalité de leur patrimoine en quittant le pays. Vers 1939, quelques 60 000 personnes avaient émigré grâce à ce mécanisme, géré par l'intermédiaire de l'entreprise Paltreux, avec près de 100 millions de marques transférées de cette manière. L'accord suscita une forte controverse au sein du mouvement sioniste lui-même, débattu avec dureté au Congrès de Prague de 1933, parce qu'il entrait en conflit avec les campagnes de boycott des produits allemands que des organisations juives menaient à l'étranger. L'émigration fut également soutenue grâce à des organisations internationales. Le Comité conjoint de distribution américain, connu sous le nom de The Joint, finançait une bonne partie de l'assistance aux réfugiés, tandis que HISM, une alliance d'agences migratoires juives européennes et américaines, gérait les démarches, les passages et la documentation. L'Agence juive pour la Palestine, présidée pendant une grande partie de cette période par Chaim Weizmann, négociait directement auprès des autorités du mandat britannique la distribution des certificats d'immigration disponibles chaque année, un quota qui devait être réparti entre des dizaines de milliers de demandeurs provenant non seulement d'Allemagne, mais de toute l'Europe centrale et orientale. À Londres, le Council for German Jewry, fondé en 1936 par le philanthrope Otto Schiff, avec d'autres figures de référence de la communauté anglo-juive, offrait des garanties financières auprès du gouvernement britannique afin de faciliter l'entrée de réfugiés qui, autrement, n'auraient pas rempli les conditions économiques exigées. L'Amérique latine reçut durant ces années un flux constant, bien que moindre. L'Argentine et le Brésil absorbèrent plusieurs milliers d'immigrants au cours de la décennie, tandis que la Bolivie, encore peu réglementée en matière migratoire au milieu des années 30, commençait à apparaître dans la correspondance communautaire comme une alternative possible pour ceux qui ne remplissaient pas les conditions requises pour des destinations plus exigeantes.
Les chiffres de départ montrent un schéma irrégulier. Quelques 37 000 personnes émigrèrent en 1933, chiffre qui descendit à environ 23 000 en 1934 et se maintint à des niveaux similaires jusqu'en 1937, en partie parce que beaucoup continuaient de croire que la situation était passagère et parce qu'abandonner les affaires et les propriétés de toute une vie n'était pas une décision simple. Ceux qui optaient pour la Palestine affrontaient en outre les quotas du mandat britannique, durcis après la révolte arabe de 1936. Ceux qui regardaient vers les États-Unis devaient contourner un quota annuel fixe d'environ 25 957 entrées allemandes qui, durant les premières années, ne fut même pas entièrement rempli, en raison d'autres exigences, comme les lettres de garantie économique demandées à chaque candidat. Le 15 septembre 1935, pendant le congrès annuel du parti à Nuremberg, furent annoncées les dites « lois de Nuremberg ». La loi sur la citoyenneté du Reich distingua entre les citoyens du Reich, réservés aux personnes de sang allemand ou apparentés, et les sujets de l'État, catégorie à laquelle les Juifs furent réduits, perdant le droit de vote et celui d'occuper des fonctions publiques, ce qui, dans la pratique, se produisait déjà. La loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand interdit le mariage et les relations sexuelles extra-conjugales entre juifs et personnes de sang allemand ou apparentés, sanctionnées sous la notion de profanation raciale, en plus d'interdire aux juifs d'employer comme domestiques des femmes aryennes de moins de 45 ans. Les deux lois furent rédigées à la hâte en quelques jours sur ordre direct de Hitler et leur ambiguïté obligea à publier des décrets complémentaires durant les années suivantes. Le 14 novembre 1935 fut défini juridiquement qui était juif, selon le nombre de grands-parents de religion juive. 3 ou 4 grands-parents juifs faisaient d'une personne un juif à part entière. 2 grands-parents créaient la catégorie intermédiaire de Mischling, du premier degré, un grand-parent, celle du second degré. À partir de ce moment, tout bureau d'état civil, le Standesamt, exigeait des couples qui souhaitaient se marier la présentation de certificats d'ascendance afin de vérifier qu'ils ne commettaient pas de profanation raciale. Les cas de non-respect, réels ou soupçonnés, étaient transmis à des tribunaux spéciaux. Les Sondergericht, créés pour juger selon des procédures sommaires ce type de délit, ainsi que d'autres définis comme des menaces pour le régime. Le traitement des catégories intermédiaires et des mariages mixtes déjà existants provoqua des disputes internes au sein du régime lui-même qui ne furent jamais résolues de manière uniforme pendant toute la période. Certains conjoints non juifs dans des mariages mixtes privilégiés réussirent, pendant des années, à retarder pour leurs partenaires et leurs enfants des mesures qui touchaient déjà pleinement le reste de la communauté. La définition raciale adoptée en 1935 ne dépendait pas de la pratique religieuse. Des milliers d'Allemands convertis au christianisme ou dont les parents ou grands-parents s'étaient convertis des générations auparavant furent classés comme juifs malgré le fait qu'ils n'entretenaient aucun lien avec la vie religieuse juive. Au sein du protestantisme allemand, cela provoqua une dispute interne. La faction connue sous le nom de chrétiens allemands prétendait appliquer le paragraphe arien également au sein de la structure ecclésiastique elle-même, écartant des fonctions pastorales et même de l'appartenance à la congrégation dans certaines régions, ceux qui avaient une ascendance juive même s'ils étaient des chrétiens baptisés. Face à cette position, surgit l'Église confessante, dirigée par des pasteurs comme Martin Niemöller et Dietrich Bonhoeffer, qui contesta l'ingérence de l'État dans les affaires ecclésiastiques, bien que son opposition se soit concentrée surtout sur la défense de l'autonomie de l'Église plutôt que sur une défense publique explicite des convertis d'origine juive. Dans les diocèses catholiques, des dilemmes similaires concernant des fidèles d'ascendance juive furent presque toujours résolus par des accommodements pastoraux discrets plutôt que par une confrontation ouverte avec le régime. Peu de cas illustrent mieux la logique raciale du régime que celui des vétérans juifs de la Première Guerre mondiale. La Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, fondée en 1919, en vint à réunir quelques 40 000 des environ 100 000 juifs allemands qui avaient combattu dans cette guerre et publiait sa propre revue, Der Schild. Durant 1933, l'organisation insista auprès des autorités pour que le service militaire et les décorations reçues, parmi lesquelles de nombreuses croix de fer de première classe,
exempte ses membres des nouvelles restrictions, une position qui obtint un certain écho initial dans l'exception pour anciens combattants incluse dans la loi du 7 avril de cette année. Cette exception, cependant, ne survécut pas au passage du temps. Avec les lois de Nuremberg de 1935, la condition d'ancien combattant cessa d'avoir toute valeur légale. Tous les Juifs, sans distinction de service militaire ni de décoration, perdirent de la même façon la citoyenneté du Reich. Le cas du footballeur Julius Hirsch fut emblématique de cette même logique. Premier joueur d'ascendance juive à intégrer l'équipe nationale allemande, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1908 et décoré de la Croix de fer pendant la Première Guerre mondiale, il fut expulsé en 1933 du club Karlsruher F5, la même équipe qu'il avait représentée pendant une grande partie de sa carrière. La Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten elle-même fut contrainte de se dissoudre peu après, tandis qu'une bonne partie de sa direction optait pour l'émigration ou affrontait, des années plus tard, la même persécution que, pendant plus d'une décennie, elle avait tenté de tenir à distance en invoquant son propre sacrifice pour l'Allemagne. La diffusion de la haine et la vie spirituelle. À partir de 1935, les affiches dans les parcs et les commerces portant la mention « Entrée interdite aux Juifs » se multiplièrent, bien que leur apparition ne réponde pas toujours à une loi nationale, mais à des décisions d'autorités locales, ce qui généra une carte inégale. Certaines régions appliquaient des restrictions avec plus de dureté et d'anticipation que d'autres. La région de Franconie, sous le commandement de Julius Streicher lui-même, devint un cas extrême même au sein de l'appareil nazi lui-même. Son radicalisme et les rumeurs d'enrichissement personnel à travers l'arianisation forcée de propriété conduisirent, des années plus tard, le parti lui-même à ouvrir une enquête interne contre lui, qui culminerait en 1940 avec son écartement du poste pour des motifs de corruption, bien que non pour les persécutions qu'il avait lui-même instiguées. Des piscines publiques et des plages interdirent l'entrée aux personnes juives, des bancs de place portèrent des inscriptions réservant leur usage aux « Ariens ». Faire une démarche simple, comme acheter du pain ou prendre un tramway, pouvait devenir un rappel quotidien du fait d'appartenir à une catégorie à part, sans qu'il existe nécessairement une loi écrite l'ordonnant dans ce lieu spécifique. L'hebdomadaire Der Stürmer, dirigé par le même Streicher, atteignit des tirages de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires hebdomadaires, exposés dans des vitrines spéciales installées sur les places et aux coins de nombreuses villes. Ces pages combinaient des caricatures du dessinateur Philipp Ruprecht, connu sous le nom de Phipps, avec des accusations de calomnie de sang dirigées contre la population juive. Le coup porté à la vie communautaire arrivait, surtout par la voie économique, avec la fermeture de commerces et la perte des contributions de ceux qui émigraient, ce qui obligea à développer des hôpitaux, des asiles et des cantines juives qui absorbaient à la fois des médecins et infirmières expulsés du système général et une population de plus en plus appauvrie et dépendante de l'assistance communautaire. Mais malgré la pression croissante, le culte religieux continua de fonctionner sans interdiction légale explicite pendant toute cette étape. Les synagogues restaient ouvertes, des mariages, des circoncisions et des cérémonies de bar mitzvah étaient célébrés. Et le calendrier festif juif continua de marquer le rythme de l'année communautaire. L'interdiction de l'abattage rituel kasher de 1933 obligea à improviser des solutions, y compris l'importation occasionnelle de viande kasher depuis l'étranger et des exemptions ponctuelles obtenues pour des festivités comme Pessah, lorsque la communauté coordonnait la distribution de matzah à travers ses propres organisations de bienfaisance. Le rabbin Leo Baeck, à la tête de la Reichsvertretung, devint la voix publique qui tentait de soutenir le moral communautaire, insistant dans ses sermons et communiquait sur l'importance de maintenir la vie rituelle et éducative malgré la détérioration de l'environnement. Des institutions académiques juives, comme la Haute Schule für die Wissenschaft des Judentum de Berlin, consacrée à la formation rabbinique et aux études judaïques, continuèrent à donner des cours pendant une bonne partie de cette période, en parallèle à l'expansion du réseau d'écoles communautaires qui absorbait les élèves expulsés du système public. Cette persistance de la vie rituelle et éducative coexistait, jour après jour, avec la détérioration accélérée des conditions matérielles et légales qui entouraient chacune de ces célébrations. Avec l'arrivée des Jeux olympiques de Berlin en août 1936,
Le régime retira temporairement les affiches antisémites les plus visibles de la capitale et baissa le ton de la propagande publique pour projeter une image acceptable devant les journalistes et visiteurs étrangers. Une manœuvre similaire, quoique de moindre ampleur, avait déjà été essayée des mois auparavant, en février de cette même année, à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver célébrés à Garmisch-Partenkirchen. Aux États-Unis, l'Union athlétique amateur avait débattu en 1934 de la possibilité de boycotter les Jeux en protestation contre la persécution en cours, une motion qui fut finalement rejetée par une faible marge après une intense campagne d'Avery Brundage, président de l'entité, qui assurait disposer de garanties des organisateurs allemands concernant un traitement non discriminatoire envers les athlètes étrangers. La sélection allemande inclut l'escrimeuse Hélène Mayer, classée comme métisse en raison de ses ascendants, qui remporta la médaille d'argent et fit le salut nazi sur le podium, geste que les historiens citent fréquemment comme exemple des contradictions du moment. En revanche, la sauteuse en hauteur Gretel Bergmann, d'ascendance juive complète, fut exclue de l'équipe bien qu'elle eût égalé le record national lors des épreuves préalables. À peine les Jeux terminés, les panneaux retirés retrouvèrent leur place et la pression continua avec une intensité renouvelée. 1938, l'année où la violence se déchaîna. Le 12 mars 1938, des troupes allemandes entrèrent en Autriche et le lendemain, l'annexion fut officialisée, accueillie avec enthousiasme par une bonne partie de la population autrichienne. Sur la Heldenplatz de Vienne, une foule estimée à 200 000 personnes écouta Hitler proclamer l'union des deux pays à peine 3 jours après l'entrée de ses troupes. La persécution contre les Juifs viennois, qui comptait quelques 185 000 personnes, la communauté juive germanophone la plus nombreuse hors de Berlin, éclata immédiatement avec une violence qui dépassa le rythme graduel que l'Allemagne avait suivi entre 1933 et 1937. Dans les premiers jours, des civils et des militants nazis autrichiens obligèrent des personnes juives à s'agenouiller dans les rues pour effacer à la main des slogans en faveur de l'indépendance autrichienne, tandis que des foules observaient et se moquaient. Des commerces et des logements furent pillés presque immédiatement. Le jeune officier SS, Adolf Eichmann, organisa à Vienne l'Office central pour l'émigration juive, un modèle d'expulsion rapide fondé sur l'extorsion bureaucratique qui dépouillait les personnes de leurs biens avant d'autoriser leur départ, mécanisme qui serait ensuite reproduit dans le reste du territoire allemand. Dans les semaines suivant l'annexion, fut enregistrée une nette augmentation des suicides parmi la population juive viennoise, avec des chiffres que différentes sources situent à plusieurs centaines de cas, rien que durant ces premières semaines, attribués par des historiens aussi bien à la rapidité qu'à la brutalité inhabituelle de la persécution dans cette ville. Parmi ceux qui réussirent à échapper à Vienne dans ces conditions se trouvait Sigmund Freud, alors âgé de 82 ans. Peu après l'annexion, la Gestapo perquisitionna son appartement et maintint sa fille, Anna, détenue pendant une journée entière pour l'interroger, épisode qui accéléra la décision familiale de chercher à quitter le pays le plus tôt possible. Ses collègues internationaux, parmi lesquels Ernest Jones et la princesse Marie Bonaparte, intervinrent pour réunir l'argent exigé par les autorités comme condition de sortie, une somme équivalente à une rançon déguisée en impôt de fuite. Freud obtint finalement l'autorisation et s'installa à Londres quelques mois plus tard, tandis qu'une partie de sa famille dut rester à Vienne. L'accord signé à Munich le 30 septembre 1938 entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie autorisa l'annexion allemande des Sudètes, la région à majorité germanophone de Tchécoslovaquie. À peine l'occupation territoriale fut-elle achevée que le schéma déjà expérimenté en Autriche quelques mois plus tôt se répéta immédiatement. Les propriétés juives de la région furent pillées, les synagogues locales attaquées et les quelques 20 à 25 000 juifs qui vivaient dans les Sudètes furent soumis sans aucune transition à la législation raciale en vigueur dans le reste du Reich. Beaucoup d'entre eux fuirent en quelques jours vers le territoire tchécoslovaque qui conservait encore son indépendance, venant s'ajouter à un courant de réfugiés internes que les autorités de Prague, avec des ressources limitées et sous une énorme pression diplomatique, pouvaient à peine absorber. L'épisode confirma un schéma qui se répéterait encore une fois quelques mois plus tard avec l'occupation du reste de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Chaque annexion territoriale entraînait avec elle, de manière presque automatique,
une vague de persécution plus intense et plus rapide que celle que l'Allemagne elle-même avait appliquée progressivement entre 1933 et 1937. Entre 1937 et 1938 s'accéléra le processus d'aryanisation, le transfert forcé d'entreprises juives à des propriétaires non juifs, presque toujours à des prix très inférieurs à leur valeur réelle. Le mécanisme opérait généralement par l'intermédiaire de treuhänder, administrateurs désignés par l'État pour gérer la vente de chaque entreprise, fixant des évaluations qui reflétaient rarement le prix réel du marché. La chaîne de grands magasins Wertheim elle-même, fondée par la famille mentionnée au début de cette histoire comme exemple de la prospérité et de l'intégration juive dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, n'échappa pas à ce destin et fut aryanisée vers la fin de la décennie. Sur les quelques 100 000 entreprises aux mains de juifs qui existaient en 1933, la grande majorité avait été liquidée ou transférée vers la fin de 1938. Des historiens économiques ont estimé que la valeur totale des actifs transférés de mains juives à des mains non juives tout au long de la décennie, en additionnant entreprises, immeubles et biens personnels, atteignit plusieurs milliards de marks, un chiffre qui continue d'être objet de révision et de débat dans les recherches sur la restitution patrimoniale jusqu'à aujourd'hui. Un décret d'avril de cette année-là obligea à déclarer tout patrimoine juif supérieur à 5000 marks, étape préalable indispensable à sa confiscation ou à sa vente forcée ultérieure. Les restrictions professionnelles se durcirent en parallèle. En juillet 1938, le droit de soigner des patients non juifs fut retiré aux médecins juifs. En septembre, ceux qui continuaient à exercer ne pouvaient traiter que des patients juifs sous le titre dégradé de soigneurs de malades, perdant la dénomination de médecin. Sur les quelques 9000 médecins juifs qui exerçaient en 1933, seuls quelques 3000 se trouvaient encore dans cette situation restreinte vers 1938. Les autres avaient émigré ou leur licence avait été révoquée. L'hôpital juif de Berlin, fondé au XIXe siècle, absorba une bonne partie de ce personnel médical déplacé et devint l'une des rares institutions juives qui continua d'élargir sa capacité de prise en charge durant ces années au lieu de la réduire. Les avocats juifs perdirent complètement l'autorisation d'exercer vers la fin de cette année, autorisés tout au plus à agir comme consultants pour des clients exclusivement juifs. En octobre 1938, à la demande du gouvernement suisse, les passeports des Juifs allemands commencèrent à être tamponnés d'un J rouge pour les identifier lors des contrôles frontaliers. Le 17 août de cette année-là, un décret obligea ceux qui ne portaient pas un prénom reconnaissablement juif à ajouter le deuxième prénom Israël dans le cas des hommes ou Sarah dans le cas des femmes, mesure qui entrerait en vigueur le 1er janvier 1939. À ce moment-là, se présenter devant n'importe quel bureau public, de la poste jusqu'à un commissariat, exigeait de montrer des documents qui annonçaient d'avance l'appartenance ethnique de celui qui les portait. La destruction d'une culture. Des marchands d'art, propriétaires de galeries et collectionneurs privés juifs, firent face à une pression croissante pour liquider des collections réunies pendant des générations, presque toujours par l'intermédiaire de maisons de vente aux enchères approuvées par l'État et à des prix très inférieurs à leur valeur réelle. La Chambre des arts plastiques du Reich exclut les marchands d'art juifs de l'obtention de licences de fonctionnement dès le milieu de la décennie, obligeant beaucoup d'entre eux à vendre leurs inventaires par l'intermédiaire d'intermédiaires non juifs qui conservaient une part considérable de chaque opération. Cette première vague de vente forcée, décrite plus tard par les historiens comme un prélude au pillage beaucoup plus vaste que les unités spécialisées du régime, mènerait dans les territoires occupés à partir de 1940, déplaça déjà avant la guerre des milliers d'œuvres depuis des mains juives, et la destruction ou la disparition délibérée de nombreux registres de vente originaux continue aujourd'hui de compliquer les efforts de restitution aux descendants de leurs anciens propriétaires. En juin de cette année-là, sur ordre personnel de Hitler, fut démolie la grande synagogue principale de Munich, l'un des temples les plus importants du sud de l'Allemagne, sous le prétexte de besoins urbanistiques liés à un projet routier. En août, la synagogue de Nuremberg subit le même sort, démolie elle aussi par décision des autorités locales avant le pogrom qui se déchaînerait quelques mois plus tard. Quelque chose d'équivalent se produisit cette même année avec le temple principal de Dortmund.
Ces épisodes, moins connus que ceux de novembre, montrent que la destruction systématique des temples était déjà en marche avant l'assassinat qui serait officiellement invoqué comme justification. En octobre 1938, la Pologne révoqua la citoyenneté des Juifs polonais résidant à l'étranger, ce qui conduisit l'Allemagne à expulser de manière abrupte environ 17 000 personnes sur un total de 50 à 70 000 Juifs d'origine polonaise qui résidaient alors en territoire allemand, vers la localité frontalière de Zbąszyn, où elles restèrent bloquées pendant des mois dans des conditions précaires, logées dans des étables, des dépôts et des tentes improvisées, tandis que des organisations d'aide polonaises et le comité conjoint de distribution américain tentaient de leur fournir nourriture et soins médicaux de base. Parmi les familles touchées se trouvait celle de Herschel Greenspan, âgé de 17 ans, résidant à Paris, qui, le 7 novembre, tira sur le diplomate allemand Ernst vom Rath. Vom Rath mourut 2 jours plus tard. La nouvelle de sa mort fut immédiatement utilisée par Joseph Goebbels pour inciter, par la presse et par des directives internes au parti, à une représaille qui serait présentée au monde comme une réponse spontanée d'indignation populaire plutôt que comme ce qu'elle fut en réalité. Une opération orchestrée depuis le sommet du régime. Cette même nuit du 9 au 10 novembre 1938 se déchaîna dans toute l'Allemagne et dans l'Autriche annexée à un pogrom coordonné. Le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, Nuit de cristal, apparut parmi la population berlinoise elle-même dans les jours suivants, comme une manière amèrement ironique de décrire les rues couvertes de verre. Le régime, pour sa part, préférait se référer en interne aux événements par des euphémismes administratifs plutôt qu'avec cette expression qui finirait par s'imposer dans la mémoire historique. Des unités des SA et des SS, avec la participation de civils locaux, détruisirent environ 1400 synagogues, selon les chiffres les plus cités, ainsi que des milliers de commerces et de logements juifs. La valeur des simples vitres brisées dans les vitrines, selon des estimations de l'époque, atteignit plusieurs millions de marks, pour la plupart du verre importé qui manquait alors sur le marché allemand. Les estimations les plus conservatrices parlent d'au moins 91 morts, bien que des calculs plus larges, incluant les suicides et les décès ultérieurs dus aux mauvais traitements subis, élèvent considérablement ce chiffre, sans qu'il existe encore aujourd'hui un nombre définitif accepté par tous les historiens. Près de 30 000 hommes juifs furent arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen, où les conditions de surpopulation obligèrent les autorités des camps eux-mêmes à improviser des baraquements supplémentaires pour loger un nombre de prisonniers qui triplait, du jour au lendemain, la capacité habituelle de ces installations. Tous les temples ne tombèrent pas cette nuit-là. À Berlin, la nouvelle synagogue de la rue Oranienburger, l'un des édifices juifs les plus emblématiques de la capitale, fut partiellement sauvée de l'incendie grâce à l'intervention de Wilhelm Kreutzfeld, chef de la police du district, qui se présenta sur place et exigea des troupes d'assaut qu'elles se retirent en invoquant le statut protégé du bâtiment. L'épisode, documenté par des survivants et par des registres policiers ultérieurs, resta comme l'un des rares gestes individuels de résistance face à une destruction qui, dans l'immense majorité des villes, ne rencontra aucun obstacle similaire. Avec les bâtiments brûlèrent aussi des bibliothèques communautaires entières, des rouleaux de Torah centenaires et des archives administratives qui documentaient des siècles de vie juive locale. Un dommage culturel qu'aucun chiffre de synagogue détruite ne peut refléter à lui seul. Le 12 novembre 1938, le régime imposa à la communauté juive une amende collective d'1 milliard de marks, présentée comme une expiation pour la mort de Vom Rath et pour les dommages même causés pendant le pogrom dont ils avaient eux-mêmes été les victimes. Les paiements des assurances pour la destruction des propriétés furent confisqués par l'État au lieu d'être remis à leurs propriétaires, et un décret de ce même jour obligea les propriétaires juifs à financer avec leur propre argent la réparation des dommages visibles dans les rues. Un autre décret du même 12 novembre exclut complètement les juifs de la vie économique allemande, interdisant toute activité commerciale indépendante qui subsistait encore. Ce mois-là furent également expulsés tous les enfants juifs des écoles publiques qui les admettaient encore, l'éducation juive se trouvant entièrement réduite au système déclinant des écoles communautaires. Les permis de conduire furent révoqués
Des horaires de circulation restreints furent imposés dans de nombreuses villes et l'interdiction d'accès au théâtre, cinéma et à la plupart des espaces publics fut formalisée. Pour des milliers d'hommes libérés des camps après des semaines de détention, la condition pour sortir fut presque toujours la même, démontrer de manière probante qu'ils quitteraient le pays dans un bref délai. Pour une grande partie de la communauté, y compris beaucoup de ceux qui, jusque-là, s'étaient considérés avant tout comme Allemands, sans attachement excessif à la pratique religieuse ou même baptisés des générations auparavant, le pogrom de novembre représenta la rupture définitive de toute illusion de continuité. La définition raciale du régime ne distinguait pas entre foi pratiquée et origine familiale, et ceux qui jusqu'à ce moment s'étaient sentis en sécurité en raison de leur degré d'assimilation comprirent qu'aucun niveau d'intégration ne les protégeait désormais. Sur le plan diplomatique, la réaction internationale se limita presque entièrement à des gestes symboliques. Le gouvernement des États-Unis retira son ambassadeur à Berlin en signe de protestation, sans que cela implique une rupture des relations, ni, encore moins, une modification des politiques de quotas migratoires qui continuaient de régir l'entrée des réfugiés dans le pays. À partir de ce mois, en outre, presque toutes les publications juives indépendantes disparurent, elles qui, vers 1933, avaient fini par totaliser plusieurs dizaines de titres différents entre journaux hebdomadaires et revues culturelles et religieuses répartis dans tout le pays. À leur place, les autorités autorisèrent un unique organe de presse communautaire, le Jüdisches Nachrichtenblatt, qui devint le canal officiel par lequel la communauté apprenait chaque nouvelle restriction, fonction qu'il remplit jusqu'aux dernières années du régime. Vers le début de 1939, le processus d'aryanisation était pratiquement achevé et le patrimoine juif restant se trouva déposé sur des comptes bloqués, soumis en outre à un impôt de fuite qui en vint à absorber jusqu'à un quart des biens déclarés au moment d'émigrer, pourcentage qui, dans la pratique, s'avérait plus élevé en raison de l'addition de prélèvements supplémentaires appliqués sur ce qui avait déjà été imposé. La bureaucratie de l'horreur. Depuis 1938, tous les juifs allemands devaient porter une carte d'identité spéciale, la Kennkarte, avec photographie, empreinte digitale et la marque distinctive qui les différenciait du reste de la population lors de tout contrôle. La déclaration obligatoire des biens d'avril de cette année-là exigeait un inventaire minutieux des comptes bancaires, des bijoux, des œuvres d'art et même des objets domestiques d'une certaine valeur, inventaire que les autorités utilisèrent ensuite comme base pour la confiscation systématique. En février 1939, un décret spécifique obligea en outre à remettre, en échange d'un paiement très inférieur à leur valeur réelle, tout objet en or, en argent et en pierres précieuses, en possession de la population juive, auprès de bureaux d'achat désignés par l'État lui-même. Cette même année, le ministère de l'Intérieur publia en outre une liste officielle de prénoms considérés comme typiquement juifs, à laquelle devaient désormais se conformer les naissances enregistrées au sein de la communauté, refermant le cercle commencé des mois auparavant avec l'imposition des noms Israël et Sarah. En avril 1939 fut promulguée une loi sur les baux qui autorisa les propriétaires à résilier les contrats de location des locataires juifs et permit aux municipalités de concentrer les familles affectées dans des immeubles désignés, connus comme maisons juives, antécédent direct de la future ghettoisation. À peine la guerre déclarée, en septembre 1939, s'ajoutèrent un couvre-feu nocturne plus strict pour la population juive et l'obligation de remettre les postes de radio, ce qui coupa du jour au lendemain l'accès aux informations indépendantes venues de l'extérieur. L'effet démographique de toute cette pression accumulée fut accablant. La population juive de Berlin, qui avoisinait les 160 000 personnes en 1933, était tombée à quelques 75 000 vers 1939, produit à la fois de l'émigration et, dans une moindre mesure, de déplacements internes vers d'autres villes avant de quitter définitivement le pays. Cette émigration, cependant, ne fut pas égale entre toutes les couches de la communauté. Ceux qui disposaient de capitaux disponibles, de liens familiaux à l'étranger ou de professions facilement transférables partirent plus tôt et plus fréquemment, tandis que les familles les plus pauvres, les personnes âgées sans parents hors d'Allemagne et ceux qui dépendaient de pensions qui ne pouvaient pas être transférées à l'étranger, restèrent systématiquement à la traîne.
une inégalité qui expliquerait dans une large mesure la composition démographique de ceux qui demeuraient encore dans le pays vers 1939. Pour toute famille qui décidait d'émigrer, la démarche elle-même devenait une entreprise de mois ou d'années. Chaque destination exigeait un ensemble différent de papiers. Certificats de bonne conduite délivrés par la police, examens médicaux écartant les maladies contagieuses, lettres de garantie économique signées par un parent ou une connaissance déjà installée dans le pays de destination, et, dans le cas des États-Unis, l'inscription sur des listes d'attente qui, selon le consulat et le moment, pouvaient prendre plusieurs années avant de devenir effectives en raison de la limite fixe du quota annuel. Chaque document devait en outre être renouvelé s'il expirait avant que le reste du dossier ne soit complété, ce qui obligeait les familles à soutenir simultanément des démarches auprès de notaires allemands, de consulats étrangers et de bureaux du fisc qui devaient certifier le paiement des impôts de fuite avant d'autoriser la sortie de tout capital. L'affidavit de prise en charge exigé par des consulats comme celui des États-Unis obligeait le garant, presque toujours un parent éloigné déjà installé dans le pays de destination, à démontrer des revenus suffisants pour répondre du demandeur au cas où celui-ci tomberait dans l'indigence, une exigence qui excluait une bonne partie de ceux qui manquaient de contacts familiaux disposant de ressources solides à l'étranger. Après la nuit de cristal, des milliers d'hommes détenus dans les camps ne pouvaient obtenir leur libération que si un membre de leur famille parvenait à présenter, dans un délai de quelques semaines, une preuve documentée que la sortie du pays était imminente, ce qui transforma l'obtention d'un visa du jour au lendemain en une question de vie ou de mort plutôt qu'en une simple formalité administrative. Les bureaux consulaires de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Brésil virent croître durant ces mois des files qui entouraient des bâtiments entiers, avec des familles qui campaient dès l'aube dans l'espoir d'obtenir un tour. La Grande-Bretagne, en particulier, ouvrit à partir de 1938 une catégorie spéciale de visas pour les femmes disposées à travailler comme employées domestiques, une voie qui permit à de nombreuses jeunes célibataires d'entrer dans le pays plus rapidement que leurs propres parents, générant dans bien des cas une séparation familiale qui se prolongerait, sans que personne ne le sache alors, jusqu'après la fin de la guerre. Face aux quotas de plus en plus étroits du mandat britannique, une partie du mouvement sioniste opta pour une voie parallèle et illégale. À partir de 1938, l'organisation connue sous le nom de Mossad Le'Aliyah Beth, distincte du service de renseignement israélien ultérieur qui prendrait ce même nom des années plus tard, commença à affréter les embarcations qui partaient de ports de la Méditerranée, principalement en Italie, en Grèce et dans les Balkans, pour débarquer leurs passagers de nuit sur les côtes de Palestine sans passer par les contrôles officiels du mandat. Les bateaux, souvent de vieux cargos réaménagés à la hâte, transportaient des centaines de personnes dans des conditions de surpeuplement sévères durant des traversées qui pouvaient s'étendre sur plusieurs semaines. Les autorités britanniques interceptèrent une bonne partie de ces expéditions, détournant les passagers capturés vers des camps de détention à Chypre ou, dans certains cas, les déportant de retour vers des ports européens. Malgré ces échecs fréquents, des milliers de personnes réussirent à entrer en Palestine par cette voie clandestine avant que le déclenchement de la guerre en 1939 ne complique encore davantage les routes maritimes disponibles, dans un chapitre de l'histoire de l'émigration juive qui se développa presque entièrement en marge des registres officiels et qui, par sa nature clandestine même, est aujourd'hui plus difficile à quantifier avec précision que l'émigration légale documentée par les consulats et les bureaux des passeports. La course contre les frontières fermées. En juillet 1938 se réunit dans la ville française d'Évian une conférence avec des représentants de 32 pays pour aborder la crise des réfugiés. La majorité invoqua des quotas migratoires existants ou des difficultés économiques pour éviter d'augmenter le nombre d'admissions. Le délégué australien alla jusqu'à soutenir que son pays ne faisait face à aucun problème racial pertinent et qu'il ne souhaitait pas en créer un par une politique d'immigration plus permissive. Seule la République dominicaine offrit un quota significatif. L'échec d'Évian fut interprété par le gouvernement allemand comme une confirmation qu'aucun autre pays ne désirait réellement accueillir la population juive qu'il disait rejeter.
Une enquête d'opinion réalisée aux États-Unis au début de 1939 montra un schéma similaire à celui de la conférence elle-même. Une large majorité des personnes interrogées condamnaient le traitement que le régime allemand réservait à la population juive, mais cette même majorité s'opposait à l'assouplissement des quotas migratoires du pays pour admettre un plus grand nombre de réfugiés. Des correspondants étrangers établis en Allemagne, comme l'Américain William Shirer, arrivé à Berlin en 1934, documentèrent une grande partie de ces événements pour la presse internationale, bien que leurs reportages se traduisissent rarement par des changements concrets de politique migratoire dans leur pays d'origine. En Argentine, le ministère des Relations extérieures lui-même émit en juillet 1938 une directive interne, connue plus tard sous le nom de Circulaire 11, qui ordonna au consulat du pays de restreindre de manière confidentielle l'octroi de visas à ceux qui avaient quitté leur pays d'origine pour des raisons religieuses ou raciales, sans qu'il soit nécessaire de déclarer ouvertement cette politique comme une norme publique. La mesure, maintenue en vigueur pendant des années, contribua à réduire de manière significative le nombre de réfugiés juifs qui réussirent à entrer légalement dans le pays pendant la période la plus critique de la persécution européenne. La Bolivie, qui jusqu'alors figurait à peine parmi les destinations habituelles, assouplit brièvement ses conditions d'entrée entre 1938 et 1939, ce qui amena plusieurs milliers de réfugiés à s'installer à La Paz, malgré une expérience agricole faible ou inexistante, condition qu'en théorie exigeait leur visa. L'affluence soudaine conduisit le gouvernement bolivien à durcir de nouveau les contrôles vers 1940, laissant de nombreuses familles bloquées dans des escales intermédiaires, principalement dans certains ports d'Amérique du Sud. À partir de décembre 1938, des organisations juives et Quakers britanniques mirent en marche les Kindertransports, évacuation d'enfants juifs non accompagnés vers la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure vers les Pays-Bas, la Belgique et la Suède. À l'intérieur même de l'Allemagne, le Comité de service des Amis américains, l'organisation Quaker basée aux États-Unis, maintint à partir de 1938 une petite délégation permanente à Berlin, consacrée à conseiller les démarches d'émigration et à distribuer de l'aide alimentaire parmi les familles juives qui avaient déjà perdu presque tout autre soutien, l'une des rares présences étrangères d'assistance humanitaire que le régime toléra voir opérer à l'intérieur de ses propres frontières pendant ces années. Le premier convoi arriva en Grande-Bretagne le 1er décembre 1938. Le programme continua jusqu'au déclenchement de la guerre en septembre 1939, avec près de 9 354 enfants accueillis seulement sur le territoire britannique, tandis que leurs parents, dans de nombreux cas, restaient piégés avec l'espoir de les rejoindre plus tard. En mai 1939, le paquebot transatlantique Saint-Louis appareilla avec 936 passagers, pour la plupart des réfugiés juifs munis de visas qu'ils croyaient valides. Cuba leur refusa le débarquement, puis les États-Unis et le Canada refusèrent également de les accueillir, obligeant le navire à retourner en Europe. Le capitaine Gustav Schröder négocia jusqu'à la limite pour éviter le retour total des passagers. Finalement, ils furent répartis entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ceux qui arrivèrent sur le sol britannique survécurent pour la plupart à la guerre. Une partie considérable de ceux qui restèrent dans les pays continentaux tomba ensuite sous occupation allemande. Cette même année, au Congrès des États-Unis, le projet de loi Wagner-Rogers proposa d'admettre jusqu'à 20 000 enfants réfugiés en dehors des quotas migratoires habituels. L'initiative n'arriva jamais à être votée en séance plénière après le rejet de différents secteurs législatifs, autre exemple de la manière dont les portes qui restaient formellement ouvertes dans le discours officiel se fermaient dans la pratique encore et encore. Pendant ce temps, la concession internationale de Shanghai, étrangère à ses contrôles de visa, commença à recevoir un nombre croissant de réfugiés qui fuyaient sans documents occidentaux, un courant qui s'intensifierait encore davantage une fois la guerre déclenchée en Europe. Certains épisodes de cette période conservent des zones qui n'ont pas été entièrement éclaircies. Le mobile exact de Herschel Greenspan pour tirer sur Vom Rath fut débattu pendant des décennies. On mentionna le désespoir causé par l'expulsion de sa famille vers Sbonchigny, mais circulèrent aussi des hypothèses, jamais prouvées, sur un lien personnel avec la victime elle-même. Arrêté en France, puis livré à l'Allemagne après l'occupation de 1940,
Greenspan resta détenu pendant des années sans qu'un procès formel ne lui soit organisé. Et la date ainsi que les circonstances exactes de sa mort ne furent jamais documentées officiellement. Les propres registres internes du régime concernant son destin final se révèlent incomplets ou contradictoires. L'incendie du Reichstag de février 1933 continue de susciter une discussion historiographique, bien que la majorité des spécialistes considèrent que van der Lubbe agit seul ou avec peu d'aide. Le degré exact de connaissance préalable ou d'intervention d'autres secteurs ne fut jamais reconstitué avec une certitude absolue. Quelque chose de similaire se produit avec une grande partie des chiffres de cette période. Les décomptes officiels nazis des morts pendant la nuit de cristal furent délibérément sous-estimés. Et la destruction d'archives municipales et policières vers la fin de la guerre empêche aujourd'hui de reconstruire avec précision de nombreux destins individuels, ainsi que de mesurer exactement combien de voisins ordinaires participèrent volontairement au pillage et aux agressions face à ceux qui se contentèrent d'observer. Il n'existe pas non plus de registre complet du nombre de personnes non juives qui aidèrent silencieusement pendant ces premières années, avant que la guerre et la déportation massive ne rendent ce type de geste beaucoup plus visible pour la postérité. La reconnaissance formelle de juste parmi les nations, accordée par le mémorial israélien Yad Vashem, se concentre majoritairement sur des épisodes de sauvetage survenus pendant la période d'extermination, laissant dans une zone d'ombre comparativement plus grande ceux qui, entre 1933 et 1939, apportèrent des aides plus petites et quotidiennes qui restèrent rarement documentées ou furent revendiquées par leurs propres protagonistes. De nombreuses familles, face à l'imminence de rafles ou de leur propre émigration forcée, enterrèrent des objets de valeur, élevèrent de faux murs ou confièrent bijoux et documents à des voisins non juifs pour les mettre à l'abri. Certains de ces cachettes furent trouvés des décennies plus tard lors de rénovations ou de démolitions dans différentes villes d'Allemagne et d'Autriche. Un nombre indéterminé demeure perdu parce que leurs emplacements disparurent avec ceux qui les avaient dissimulés. Les réseaux informels qui aidèrent certaines personnes à franchir clandestinement des frontières avant la guerre, soutenus par des fonctionnaires des douanes, des contrebandiers ou des membres du clergé disposés à collaborer, laissèrent rarement des traces écrites pour des raisons de sécurité, ce qui rend aujourd'hui impossible la reconstitution de leur véritable portée. Des commissions de restitution patrimoniale dans différents pays européens continuent, jusqu'à présent, de recevoir et d'évaluer des réclamations liées à des biens vendus ou confisqués pendant ces mêmes années, un processus que la rareté et la dispersion de la documentation originale rendent, dans une grande partie des cas, extrêmement lent. Le 1er janvier 1939 entra en vigueur l'obligation d'ajouter les prénoms Israël ou Sarah. Ce même mois, Reinhard Heydrich créa l'Office central du Reich pour l'émigration juive, chargé de systématiser et d'accélérer les départs, tout en extrayant jusqu'aux dernières marques possibles par le biais d'impôts de sortie. En mai de cette année-là, le recensement national inclut pour la première fois un relevé spécial destiné à compter selon les critères raciaux fixés en 1935 et non selon la religion déclarée, toute personne ayant un certain degré d'ascendance juive, ce qui révéla un chiffre de Mischling considérablement supérieur à celui estimé jusqu'alors et obligea à élargir encore davantage l'appareil bureaucratique consacré à classer la population. Vers le milieu de 1939, environ la moitié de la population juive que l'Allemagne comptait en 1933, entre 280 000 et 300 000 personnes, avait déjà réussi à émigrer, bien que les politiques de visa de plus en plus restrictives dans les pays de destination freinent le rythme et laissent beaucoup de personnes bloquées en transit ou réfugiées temporairement dans des pays voisins. L'année 1939 elle-même, malgré la fermeture croissante des frontières, finirait par être celle du plus grand nombre de départs de toute la décennie, avec près de 78 000 personnes quittant le pays avant que la guerre ne coupe complètement cette possibilité. Une course finale qui reflétait à quel point le désespoir avait alors dépassé tout reste de l'ancienne réticence à partir. En mai 1939, le gouvernement britannique publia un nouveau livre blanc qui limita l'immigration juive en Palestine à 75 000 personnes réparties sur 5 ans, fermant précisément à ce moment-là l'une des principales voies d'évasion qui restait encore ouverte. Le 1er septembre 1939, l'invasion allemande de la Pologne marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là,
Les hommes juifs qui demeuraient encore en Allemagne, dont beaucoup avaient combattu et reçu des décorations pour leur pays à peine 2 décennies auparavant, se trouvaient formellement exclus de toute possibilité de s'enrôler dans les forces armées qui marchaient désormais vers la Pologne. Cette même journée se fermèrent de fait les dernières routes légales de sortie pour ceux qui restaient en territoire allemand, où vivaient encore entre 200 000 et 210 000 personnes juives, en majorité des personnes âgées, des personnes sans ressources ou sans parrain à l'étranger. L'invasion, en outre, plaça sous contrôle allemand 2 autres millions de juifs polonais, ouvrant la voie à l'étape de ghettoisation et d'extermination qui se développerait dans les années suivantes.